Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue au Salon de l'Agriculture pour cette édition spéciale. 3 parties, le JT des territoires dans un instant, puis l'invité politique de Territoire d'Info tout à l'heure, c'est Yannick Jadot, la tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes. Enfin, Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique. Et puis Alexandre Poussard qui est dans les allées du Salon de l'Agriculture. Bonjour Alexandre, il attend le Premier ministre, on le retrouvera un tout petit peu plus tard dans cette édition. Dans un instant, c'est le JT des territoires, tout de suite. Dans l'actualité en ce lundi, depuis la visite d'Emmanuel Macron samedi au Salon, dans les allées on n'entend que ce mot, l'agribashing. Dénigrer l'agriculture française serait devenu un sport national que compte bien dénoncer le gouvernement. C'est un reportage pour Public Sénat de Cécile Sixou et de Fabien Recker. Emmanuel Macron leur avait promis un revenu juste, mais celui-ci tarde à se concrétiser pour les agriculteurs. Dans les travées du Salon, on attend toujours les effets de la loi alimentation qui doit contraindre la grande distribution à mieux partager ses marges. Mathis Suchard élève des vaches laitières dans l'exploitation de son oncle. On s'en sort, on se débrouille, mais c'est pas toujours évident. Oui, verser un salaire, oui, mais c'est un salaire pour payer les charges. Donc c'est pas vraiment un salaire, quoi. C'est un petit peu, oui, quand même, mais pas énorme. Entre 400 et 800 euros selon les mois, pour plus de 70 heures de travail hebdomadaire. Si rien ne change, Mathis changera de métier. Un métier dont Michael Fillon, éleveur en Haute-Savoie, arrive pourtant à vivre correctement. Grâce aux AOP et des cahiers des charges contraignants qui lui permettent de mieux valoriser son lait. Mais cette plus-value est menacée par la hausse des charges, notamment le prix de l'énergie. Tout ce qu'on donne en charge, on y aurait sur nos comptes en banque, et on serait, je dirais, les rois du pétrole. Là. Mais bon, voilà, on a des charges qui augmentent toutes les années. Aujourd'hui, on se bat contre ça. Miser sur la qualité pour s'en sortir, c'est en tout cas le créneau de Martine Fiolet. L'éleveuse produit de l'agneau dans le sud Aveyron. Ses brebis sont en pâture toute l'année. Une vie à l'air libre, synonyme de coûts de production plus faibles. On ne pourrait pas vivre sans les subventions de la PAC, évidemment, mais nos revenus globalement en vente directe, avec peu d'intrants, peu de mécanisation, peu de bâtiments, on dégage de la marge nette. Je pense qu'en fait, les races rustiques et les races qui valorisent l'herbe ont de l'avenir dans ce sens-là, parce qu'elles sont plus économes. Des situations qui reflètent la grande disparité des revenus dans le monde agricole. Selon l'INSEE, le revenu avant impôt des agriculteurs aurait progressé de 10% en 2018, tandis qu'un quart des exploitants français gagnerait moins de 700 euros par mois. Voilà, en direct du Salon de l'Agriculture, vous l'avez compris ce matin, et dans l'actualité de ce salon, notamment le métier d'agriculteur ne décourage pas les jeunes. Pas toujours facile le métier d'agriculteur pourtant, l'existence de l'association Solidarité Paysans Lorraine en témoigne. Et pourtant les établissements qui proposent cet enseignement agricole dans les Vosges attirent encore et toujours de plus en plus de jeunes motivés. Un reportage de nos partenaires de Via Vosges. Pas toujours facile le métier d'agriculteur, caprice de la météo, la gestion des stocks, de la trésorerie, des cours au niveau international. Les obstacles potentiels sont multiples, l'existence de cette association en témoigne. Solidarité Paysans, comme son nom l'indique, accompagne les agriculteurs en difficulté et ils seraient de plus en plus nombreux. La situation agricole est, je dirais, très complexe, avec notamment les agrandissements des exploitations, avec les aspects administratifs qui prennent de plus en plus d'importance. Et les situations sont, je dirais, aussi de plus en plus diverses, mais il reste toujours malgré tout des personnes en difficulté, voire parfois en grande détresse. Une situation qui pourrait en décourager plus d'un, et pourtant les établissements qui proposent de l'enseignement agricole dans les Vosges attirent encore et toujours des jeunes motivés. J'ai toujours aimé jardiner. Toujours dans le jardin, toujours aux côtés de mon grand-père. J'ai toujours bien aimé manipuler les végétaux et je déteste
restais à rien faire, donc j'étais toujours constamment dans le jardin. J'étais un peu décroché du système scolaire en troisième, donc du coup il me fallait quelque chose qui bouge, parce que moi à l'intérieur c'était pas du tout mon truc, et puis voilà quoi, je me suis retrouvée, j'ai vu des formations sur l'agriculture, et puis ça me plaisait bien, les plantes produire quoi, c'est exactement ça, ce qu'il me fallait. C'est vrai que les Vosges, c'est un département assez particulier où on a quand même 9 centres de formation agricole dans le département, où on représente un petit peu toutes les productions, c'est-à-dire aussi bien, nous sommes ici à Reville dans tout ce qui est paysage, horticulture, on a le lycée agricole du Mirecourt, on a quand même 6 maisons familiales, on a le service aux personnes au niveau de Harol, et c'est vrai qu'on représente toute la diversité du département. L'enseignement agricole dans les Vosges, c'est plus de 5 ans de formation, de l'apprentissage au diplôme d'ingénieur, des filières choisies cette année encore par 3000 apprenants, sachant que de la ferme à la transformation alimentaire, on estime à environ 17 000 le nombre d'emplois à pourvoir dans le Grand Est d'ici 2025. On poursuit dans l'actualité ce matin les trophées bretons du développement durable à présent. Ils récompensent depuis 13 ans les initiatives en faveur de l'écologie ou de la transition durable et solidaire. Associations, entreprises ou même collectivités peuvent candidater jusqu'au 17 mars. Dans le Morbihan, un collège y participe. Karine Chevrolier s'est rendue sur place pour TBO, la chaîne partenaire de cette émission. 2 fois par jour, les sonnailles résonnent sur les hauteurs de Notre-Dame de Londres. C'est ici que Norbert élève ses chèvres laitières. Le lait sera transformé en fromage, puis commercialisé en grande surface, chez des primeurs, mais surtout dans des dépôts-ventes. Un avantage pour ce producteur. Le fait de choisir des intermédiaires en circuit court, c'est déjà de mieux valoriser le produit. Et également ne pas vendre directement aux consommateurs, ça me permet aussi de gagner du temps, de ne pas faire les marchés et de ne pas devoir commercialiser soi-même le produit. Des fromages fabriqués de manière ancestrale. Là, je les retourne pour qu'ils prennent la forme du moule. Une fois démoulés et affinés, ils sont ensuite livrés dans ce marché qui propose des aliments d'origine locale, situé à seulement 40 km du lieu de fabrication. Ça vient d'où? Notre-Dame de Londres. Ah d'accord. D'où proviennent nos aliments? Une question qui se pose de plus en plus pour les consommateurs. Les clients, dits aussi locavores, trouvent sur les étals uniquement des fruits et légumes de saison. Des brocolis, des carottes, des oignons, de la salade et des pommes aussi. Cultivés dans un rayon de 150 km, les producteurs livrent le magasin 1 à 2 fois par semaine. Un circuit court qui bénéficie aux producteurs et aux consommateurs. Notre objectif principal, c'était de redonner de la visibilité aux produits du terroir et redonner la bonne place aux producteurs, qu'ils soient rémunérés correctement pour le travail qu'ils effectuaient, et à la fois rendre accessible à tous ce type d'alimentation. Alors, y a-t-il un véritable engouement pour le manger local? Ici, en 4 ans, le nombre de fournisseurs a plus que triplé, passant de 60 à 200 en 2019. Voilà, on se rend en Ile-de-France maintenant. Les collectivités se préparent aux mobilités de demain. L'accès à tous les modes de transport en un seul clic. Grâce à une application, les usagers paieraient un abonnement unique pour utiliser à volonté tous les transports. Les collectivités se préparent à cette révolution. C'est un reportage de Sébastien Côté de Via Grand Paris, chaîne partenaire de notre émission. Ces représentants de collectivités sont venus se former au MAS. Comprenez en français la mobilité en tant que service. Les cours sont assurés par un réseau d'experts spécialistes en mobilité. L'accès à tous les modes de transport en un seul clic, tous aimeraient offrir ce service à leurs administrés. Vous avez une application pour le vélo, vous avez une application peut-être même pour de l'autopartage, une application pour les transports en commun. Et donc ça veut dire que vous avez beaucoup de choses compliquées. C'est compliqué de trouver toutes les bonnes informations, de trouver le bon parcours. C'est compliqué de payer plusieurs choses en même temps. Et donc l'idée de MAS, c'est de mettre tout ça ensemble, mettre toute l'information sur une seule application. Grâce à cette plateforme, les usagers paieraient un abonnement unique pour utiliser à volonté tous les transports. Mettre tout le paiement sur une seule application et peut-être aussi avoir des formules tout compris, comme sur votre téléphone mobile. J'ai un téléphone mobile, je paye 30 ou 40 euros par mois et je peux aller sur Internet, je peux passer des appels, tout ça est compris dans une seule formule. Donc la mobilité comme service, ça correspond finalement à cette simplification et cet objectif d'être totalement clé en main pour l'utilisateur. Le MAS pourrait aussi permettre de faire des économies.
Un enjeu majeur, à l'heure où les collectivités voient leur dotation baisser. Par exemple, si vous amenez plus de personnes sur le réseau de bus parce que c'est plus facile d'y aller en trottinette, en vélo, plus facile qu'aujourd'hui, vous amenez des clients supplémentaires, ça finance davantage les bus existants et ça permet de redéployer davantage de bus à moyen constant, davantage en périphérie. L'objectif affiché du MAS est aussi écologique. Il incite les automobilistes à laisser leurs véhicules personnels au garage pour emprunter les transports urbains. On poursuit cette actualité avec les trophées bretons donc, du développement durable. Ils récompensent depuis 13 ans les initiatives en faveur de l'écologie et de la transition durable et solidaire. Associations, entreprises ou même collectivités peuvent candidater jusqu'au 17 mars. Et dans le Morbihan, un collège y participe. C'est Karine Chevrolier qui s'y est rendue sur place pour nous. Pause déjeuner pour ces collégiens, cet espace est devenu leur terrain de jeu. Une mare, des abris pour les oiseaux, des carrés de petites plantations. Ici, la nature est reine. C'est pour nourrir les oiseaux et c'est des bombes faites à partir de plusieurs graines, du maïs, du blé, du lin. J'aime bien tout ce qui est jardin, nature et j'aime bien le recyclage. Là, on est en train de planter des bulbes pour après faire pousser des plantes. On apprend des choses, c'est apaisant, ça permet des fois de se calmer. C'est un petit temps pour prendre soin de la nature. Ethan et Gaston font partie du club nature de leur collège. Hôtel à insectes, jardin zen, pneus transformés en jardinière. Une fois par semaine, ils sont une quinzaine à œuvrer. Je suis en train de faire les bords du nichoir, du mangeoir à oiseaux plutôt, que pour abriter les oiseaux qui mangent durant l'hiver. J'aime bien venir ici parce que c'est convivial, on est tous ensemble, on bricole et puis même c'est intéressant de construire des choses pour les autres et pas que pour soi. Des idées, des initiatives récompensées en 2018 par un trophée régional, celui du développement durable. L'année dernière, on était resté centré sur nous-mêmes, sur notre recyclage à nous, à l'intérieur de notre établissement, comment nous on faisait. Et là, les élèves voudraient passer le mot au Pleu-Hermelais et dire voilà comment est-ce que on fait dans des gestes de tous les jours pour que chacun puisse mettre une pierre à l'édifice, qu'il puisse avoir un avenir meilleur. Ateliers dans les EHPAD, les crèches, mais également boutiques solidaires font partie de leur nouveau projet. Ambition, se faire remarquer une nouvelle fois lors des trophées du développement durable. Voilà, on poursuit ce JT des territoires. Donc nous sommes en direct du Salon de l'Agriculture. Vous l'entendez derrière moi et nous sommes en direct. Dans un instant, c'est le Club de la Presse avec Michel Richard et Patrice Moyon. Mais tout de suite, c'est les revues de une de la presse quotidienne régionale dans un instant. Bonjour Saveria, vous aussi. Bonjour, en direct Cyril. Du Salon de l'Agriculture. Merci d'être là ce matin. On démarre avec la une de la Voix du Nord. Travailler pour être aidé ce matin. Faut-il instaurer des contreparties aux aides sociales? C'est la proposition que défend le gouvernement ces jours-ci. En particulier, Édouard Philippe, qui a ouvert la porte à ce débat. Il n'est pas scandaleux, je le dis comme je le pense, de poser la question des droits et des devoirs. Un point de vue partagé par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui défend ce principe d'équilibre. La Voix du Nord est donc allée voir chez nos voisins allemands, anglais, aux Pays-Bas, en Espagne, en Suède et au Danemark, ce qu'il en est. Et justement, à la une du Progrès de Lyon, Laurent Wauquiez qui veut faire l'essai en région, sa région. Des aides sociales, on vient de le dire, en échange de travaux d'intérêt général. Le patron des Républicains va proposer à Édouard Philippe que la région Auvergne-Rhône-Alpes soit pilote en ce domaine depuis 8 ans. Je me bats pour que des heures de travaux d'intérêt général soient réalisées en contrepartie du RSA. Ça me fait sourire que le Premier ministre ait repris cette idée, raconte dans le Progrès Laurent Wauquiez, qui met au défi l'exécutif. Monsieur le Premier ministre, n'ayez pas le courage des paroles, ayez celui des actes. Allez jusqu'au bout. Voilà, Midi Libre, grand journal d'Occitanie à sa une aujourd'hui, l'appel de Hollande aux lycéens. François Hollande veut débattre dans les lycées. Il demande même aux jeunes de l'inviter à venir. Une démarche pédagogique pour l'ancien chef d'État. Il propose aux lycéens de venir à leur rencontre dans les 2 mois qui viennent pour leur parler d'Europe. Également dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Une première rencontre aura lieu jeudi à Vierzon dans le Cher, puis à Nancy. Deuxième rencontre à Nancy.
Dans cette vidéo, il défend son idée d'une Europe à deux vitesses avec une Europe d'avant-garde construite autour du couple franco-allemand. Interrogé sur ses ambitions présidentielles, François Hollande ne les nie pas. Pour l'instant, je suis un ancien président qui vient vers les jeunes pour leur dire ce que j'ai fait, pas ce que je voudrais faire, affirme-t-il. Dans le courrier Picard, une bataille qui va être sensible ici d'ailleurs au Salon de l'Agriculture, c'est la bataille du pain qui continue, Saveria. Les artisans boulangers tentent de résister aux chaînes et à la grande distribution. Comment ? Eh bien en mettant du cœur à l'ouvrage. Témoignage de l'un d'entre eux à Saint-Quentin, Sébastien Jolibois, dont les journées de travail débutent à 3h15 chaque matin. Il faut aller de l'avant, se remettre en question, sinon dans 10-15 ans, il n'y aura plus de boulangerie indépendante, explique ce boulanger de 41 ans. Il est installé depuis 18 ans, rue de Guise. C'est une des artères principales du Faubourg d'Ille qui a perdu depuis plusieurs années de nombreux petits commerces. Et puis il appartient au groupe La Dépêche, hein, c'est le Petit Bleu d'Agen. C'est les fraises, le label rouge à l'honneur à Paris, au Salon de l'Agriculture d'ailleurs. Voilà, le label rouge, la fraise est à l'honneur, porte de Versailles, la fraise du Lot-et-Garonne qui fête ses 10 ans. Les 10 ans du label rouge, un gage de qualité qui assure la renommée de ce produit phare et met en valeur le travail de nos cultivateurs dans toute la France. Voilà les 10 ans du label rouge. Donc. Et d'ailleurs Michel Richard, hein, qui est avec nous pour la revue de presse, veut se précipiter pour goûter les fraises du Lot-et-Garonne. Je sais qu'il a une grande passion pour le Lot-et-Garonne. Merci Saveria, on vous retrouve en troisième partie avec l'interview de sénateurs et la partie parlementaire de cette édition. Voilà, dans un instant, c'est le Club de la Presse. À tout de suite. Bonjour Patrice Moyon de Ouest France, le plus grand journal francophone du monde et premier quotidien français. Merci d'être avec nous ce matin depuis donc le Salon de l'Agriculture. Et bonjour Michel Richard, éditorialiste au Point. Merci d'être avec nous ce matin également en direct de ce salon. On démarre avec Emmanuel Macron, Michel Richard, avec une opération reconquête au Salon de l'Agriculture samedi, sans chahut ni sifflet. Il ne devait pas être habitué à ça, le président de la République. Il a fait une belle prestation, 13h. Absolument. Alors, ceci dit, reconquête, qu'est-ce que vous voulez ? Il sort, forcément il parle, c'est son tempérament et c'est même sa nature et sa vocation. Alors, on appelle ça opération reconquête. Il fait son boulot de président, tout simplement. Alors, il se trouve que ça marche plutôt mieux, puisqu'en effet, il a été ici très bien accueilli, que les sondages commencent à lui être plutôt un peu moins défavorables. Donc appelons ça reconquête si vous voulez, mais c'est en tout cas un président qui s'exprime sur toutes les questions qui lui sont posées. Voilà, il a appelé à réinventer la politique agricole commune. Patrice Moyon, qui doit à la fois protéger les agriculteurs et les consommateurs. Il faut rappeler qu'on est au Salon de l'Agriculture et de l'Alimentation. Oui, alors, d'abord je pense que cette visite d'Emmanuel Macron, comme tous ses prédécesseurs, le Salon de l'Agriculture évidemment occupe une place importante, mais elle lance aussi le début de la campagne européenne. Et Emmanuel Macron est un Européen convaincu. Et je pense qu'effectivement, ici au Salon de l'Agriculture, se joue aussi la réconciliation des consommateurs avec l'agriculture. On parle d'agribashing, donc la politique agricole commune, ça doit être aussi une grande politique alimentaire pour les Européens, assurer la souveraineté des Européens autour de leur alimentation. Michel Richard, cette politique agricole commune, c'était un bien commun. Aujourd'hui, elle est pointée comme étant favorable à certains pays, défavorable à d'autres. Il est vrai que les dangers existent. Bon, le commissaire européen de l'agriculture, qui est un Irlandais, veut baisser déjà de 5% à peu près le budget de la PAC, qui est le budget le plus considérable des budgets communautaires. Bien. Ensuite, on voit bien qu'il y a des divergences entre l'Allemagne et la France, entre Angela Merkel et Emmanuel Macron, et que l'Allemagne a des envies de renationalisation des aides. Alors qu'en revanche, l'intérêt français, c'est toujours qu'il y ait la communautarisation des aides. Et donc là, il y a un vrai souci franco-allemand et qui va être l'objet qu'il est déjà de discussions qui seront assez chaudes, puisque, comme vous savez, on prépare le budget de la PAC pour les années 2021 et au-delà.
Patrice Moyon, est-ce qu'on a une carte à jouer avec la qualité alimentaire? Est-ce que la France peut être reconnue comme un pays où voilà, on continue d'y bien manger et sain, j'allais dire, puisque c'est vraiment la tendance aujourd'hui? Je pense que la France a une vraie carte à jouer autour de l'alimentation. Aujourd'hui, l'Europe est le premier exportateur mondial de produits agroalimentaires. La France, c'est 6 milliards d'euros d'excédent, mais elle pourrait faire beaucoup mieux. En fait, la France a beaucoup joué sur l'intensification de sa production, les céréales, la viande, mais elle pourrait beaucoup mieux valoriser ses terroirs quand on sait par exemple que les Pays-Bas sont le deuxième exportateur mondial de produits agroalimentaires et que la France ne cesse de perdre des parts de marché. Donc elle a une vraie carte à jouer, ce qui serait aussi une chance pour les territoires français, parce que ce serait aussi créer des activités sur les territoires. Michel Richard, on a peu entendu les agriculteurs dans les crises de ces derniers mois. Pourquoi on les a peu entendus? Alors, parce que d'abord, leurs difficultés, évidemment, ne datent pas d'aujourd'hui. Enfin, vous voyez, il y a grosso modo 430 000 exploitations agricoles en France, il y en a 30 000 de moins chaque année. Et les soucis ne manquent pas, même si la loi alimentation est prévue pour améliorer leur sort. Mais vous voyez par exemple un domaine qui a plutôt le vent en poupe, qui est le bio, a beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que ça marche tellement bien que les primes à la conversion ne suivent pas. Alors on promet à des agriculteurs qui passent en bio des primes parce que les premières années ils n'ont pas le droit au label agriculture biologique alors que leur production baisse du fait de leur passage à l'agriculture biologique, et on leur promet des primes à la conversion puis qui ne viennent pas. Alors tout ça évidemment sera exprimé, j'imagine, dans le cadre du grand débat, parce que les agriculteurs voudront se faire naturellement entendre. Maintenant, il est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas une crise, comment dirais-je, patente, même s'il y a toujours des crises latentes sur le prix du porc ou du lait. Alors, Alexandre Poussard est dans les allées du Salon de l'Agriculture pour nous. Il attend le Premier ministre qui va arriver ce matin. Patrice Moyon, le Premier ministre, il vient quoi? Conforter ce que le Président de la République a fait pendant 13 heures. C'est un passage obligé, évidemment, pour tout Premier ministre. Mais bon, il vient ce matin pourquoi? Bah écoutez, il vient d'abord pour écouter, rencontrer les agriculteurs. Je pense qu'il y a aussi un discours économique qui va tenir, c'est-à-dire que c'est effectivement une chance pour la France d'avoir une agriculture aussi diversifiée. C'est aussi l'occasion pour le Premier ministre de parler des négociations commerciales qui se terminent le 28 février. La loi Egalim qui normalement inverse la construction du prix, donc qui doit redonner des marges de manœuvre aux producteurs. Et on sait que les négociations avec la grande distribution ne sont pas toujours faciles. Michel Richard, un mot sur Jacqueline Gourault. Donc ce week-end, déclaration au journal du dimanche, chacun pourrait contribuer à l'impôt sur le revenu à la hauteur de ses moyens, puis patatras, démenti de Matignon. Comment ça peut arriver ce type d'annonce? Alors, tout de suite démenti au fond, à la rapidité de l'éclair. C'est assez mystérieux, parce que certes, cette idée de faire payer à tout le monde l'impôt sur le revenu, même quelques euros pour les plus défavorisés, c'est une idée que le MoDem défend depuis longtemps. Or, il ne faut pas oublier que Jacqueline Gourault, elle appartient au MoDem, le parti de François Bayrou. Bien. Maintenant, ça reste un peu mystérieux parce que, comme vous savez, tous les interviews des ministres sont soumis à Matignon, à l'Élysée, avant parution. Alors pourquoi laisser paraître une interview pour la démentir aussitôt? C'est Matignon qui l'a démenti, alors qu'il avait la possibilité de barrer, n'est-ce pas, tout ce qui était hors du cadre, hors des clous. Madame, vous posez une question, vous répondez pas à la question. Écoutez, je n'ai pas la réponse, mais on peut penser que tout ça font partie de ballons d'essai, et du reste, les membres du gouvernement ne manquent pas, puisque, souvenez-vous, Darmanin, Rugy, et maintenant Jacqueline Gourault ont tous lancé des ballons d'essai fiscaux qui tous ont été retoqués sèchement par Matignon ou par l'Élysée. Peut-être réponse du Premier ministre à ces questions que vous posez, puisqu'il arrive, et on l'attend ici en direct au Salon de l'Agriculture. Un mot sur Rennes, parce que j'ai vu un papier d'Ouest France ce week-end, Patrice Moyon, manifestation des Gilets jaunes, la ville à bout de patience, vous écrivez. Avec Clermont-Ferrand, ça a été une des villes où il est resté de la violence dans ce mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi Rennes? Pourquoi Rennes? Ces dernières années, il y a une tradition de violence qui s'est installée dans les manifestations qui date à peu près de la loi El Khomri,
où là il y avait une succession de manifestations. Et puis il y a aussi une tradition de mobilisation avec l'université de Rennes 2. Mais jusqu'à présent, la Bretagne, on va dire, dans son ensemble, avait été plutôt calme par rapport aux autres endroits, Clermont-Ferrand, Bordeaux, Toulouse, etc. Et là, c'est pas le cas. En fin de mouvement, il y a eu ces violences notables. Alors qui sont, que moi, à titre personnel, j'ai du mal à expliquer, mais qu'on peut quand même inscrire hein, dans la durée. Il y a à Rennes, depuis plusieurs années, des manifestations violentes. L'OL Comrie, il y avait la ZAD avec l'aéroport de Nantes. Donc il y a des points de fixation de violence aujourd'hui à Rennes, ce qui pose de vrais problèmes dans le centre-ville. Bon, on termine donc, on vous retrouve évidemment en deuxième partie de l'émission. On reçoit Yannick Jadot, hein, le candidat aux Européennes d'Europe Écologie Les Verts, Michel Richard, ce salon de l'agriculture. On saura quand si c'est un bon cru ou pas, à quel moment, et c'est quoi l'appréciation pour décider si ça se passe bien ou pas? Alors évidemment, on verra ça d'abord au nombre de visiteurs. Oui. Hein, près de 400, 500 000, hein, entre 400 et 500 000 visiteurs. C'est toujours un baromètre, mais c'est un baromètre davantage, comment dirais-je, de sensibilité de l'opinion du public vis-à-vis de son agriculture. Et franchement, on a parlé d'agri-bashing. La population française, le français ordinaire, comme vous et moi, nous aimons tous les agriculteurs. On peut leur faire des reproches pour leur abus de pesticides, ceci, cela, naturellement. Mais quand on regarde la situation individuelle, tout le monde a de l'affection pour leur travail et puis de la reconnaissance parce que ce sont eux qui nous nourrissent. Donc ça, c'est le premier critère d'appréciation. Après ça, il y aura une appréciation plus politique. Est-ce que le pouvoir, voilà, Macron, Édouard Philippe tout à l'heure, s'en sortent plus ou moins bien? Ça, c'est autre chose. Et vous restez avec nous, hein, puisque tout à l'heure, on reçoit Yannick Jadot, hein, qui est le candidat tête de liste aux Européennes d'Europe Écologie Les Verts. En attendant, on va regarder ensemble, messieurs, la météo des territoires, le temps qu'il fait en France. Vous allez voir cette douceur, d'ailleurs, totalement inhabituelle. A tout de suite. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Voilà, avant de retrouver Yannick Jadot, tête de liste Europe Écologie Les Verts aux élections européennes, qui est notre invité politique ce matin, on va quand même aller regarder ce qui se passe du côté du monde avec le Zap Monde de TV5 Monde en quelques minutes. Ce que vous devez savoir de l'actualité du monde. Voilà, on part pour Dakar. A tout de suite. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. C'est dans la cohue que s'achève cette journée d'élection au Sénégal. C'est le Premier ministre Mahamat Boun Abdallah Dionne et le camp Macky Sall qui lancent le pavé dans la mare. Aujourd'hui, nous pouvons nous attendre à un minimum de 57% pour le candidat, le président Macky Sall. De l'autre côté, environ une heure plus tôt, l'opposition incarnée par Idrissa Seck et Ousmane Sonko mettait en garde contre toute publication d'un résultat prématuré. Ils répliquent pourtant dans une ambiance survoltée en annonçant un deuxième tour. En quelques secondes, cette manifestante, drapeau à la main, est embarquée. Dès leur arrivée dans le centre d'Alger ce midi,
les manifestants font face aux forces de sécurité. Les gens sont morts pour ce pays, pour que le mal parte. Malheureusement, le mal y est toujours depuis 62. L'Algérie n'est pas une monarchie, peut-on lire sur les pancartes. Référence au 5e mandat présidentiel, brigué par Abdelaziz Bouteflika. Face au scandale provoqué par les abus sexuels commis au sein du clergé, le pape a promis du concret. Cela me rappelle la pratique religieuse cruelle, répandue par le passé dans certaines cultures, qui consistait à offrir des êtres humains, spécialement des enfants, en sacrifice dans des rites païens. Des conclusions très attendues, accueillies poliment, qui clôturent une conférence de 4 jours convoquée par le pape, rythmée par des récits cauchemardesques de victimes et des critiques virulentes au sujet des rouages de l'Église. Ils n'arrivent toujours pas à y croire. Leur frère, leur sœur ou leur mari est décédé après avoir consommé de l'alcool frelaté. Les victimes se comptent par dizaines, 156 morts au moins et 200 personnes intoxiquées. Je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. Je bois régulièrement de l'alcool, mais je n'avais jamais vécu quelque chose d'aussi horrible. En cause donc de l'alcool frelaté. Un mélange bon marché produit clandestinement auquel les contrebandiers ajoutent des substances hautement nocives pour corser leur breuvage. Du méthanol, du formol, de l'acide ou encore du répulsif anti-moustique.